C'est parti pour le grand débrief de l'actu tech de Smart Tech que vous regardez en direct ce jeudi, comme tous les jeudis sur la chaîne Bismart. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons le grand plaisir d'avoir Joël Toledano avec nous. Bonjour Joël. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en sciences économiques associé à la chaire gouvernance et régulation de l'université Paris-Dauphine et membre de l'Académie des technologies. En face de vous, Mikim Chikli. Bonjour Mikim, conseillère de dirigeants, experte en stratégie tech, data, experte en marketing, publicité digitale aussi. Et puis Henri Dagrin, autre fidèle de Smart Tech. Bonjour Henri, délégué Bonjour général Delphine. du SIGREF. On le rappelle, qui rassemble tous ces DSI des grandes organisations publiques et privées. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va confronter nos points de vue sur le digital omnibus. Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est pas certain parce que c'est encore en discussion pour le moment, mais des discussions qui sont assez houleuses déjà au niveau européen. On parle d'un paquet de mesures qui doit simplifier toutes ces réglementations liées au numérique. Et il y a du travail. Mais alors, est-ce qu'on va vers trop de dérégulation? Certains le pensent. On va voir ce qu'on en pense, nous, autour de la table. On va aussi s'intéresser au départ de Yann Lequin, qui était le directeur du laboratoire FAIR, l'intelligence artificielle chez Meta. Et oui, gros virage stratégique. On va s'intéresser à ce virage IA des GAFAM. Mais je vous propose qu'on commence avec la nouvelle promotion French Tech 2030. C'est un programme qui a donc choisi 80 entreprises pour les accompagner pendant un an. Et pour lancer cette discussion, on a choisi un lauréat, un grand gagnant. On est très heureux. Grégoire Germain, bonjour. Vous êtes le cofondateur, le CEO d'Arfang Lab, donc entreprise française de cybersécurité spécialisée dans la protection des terminaux. C'était important pour vous d'être dans les 80 lauréats? Bien sûr, bonjour Delphine, bonjour à tous. 80 lauréats, il y en a quand même 14 qui concernent la cybersécurité, donc on voit que ce n'est Ouais. pas du tout un sujet qui perd de la vitesse. Pour nous, c'est important, surtout quand on voit la thématique qui parle de la résilience européenne, de l'autonomie stratégique qu'on veut avoir en Europe face à l'emprise des digitales d'autres continents. Euh, Donc oui, c'est complètement dans notre stratégie. Mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement quand on fait partie du programme French Tech 2030? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Bah, pour nous, c'est un peu une notoriété. Ça souligne d'abord un message qu'on porte depuis maintenant plus de 8 ans. L'entreprise, on est un peu plus, on est 120, on a de peu près 700 clients, tous en Europe. On porte la technologie européenne, on porte l'autonomie stratégique, donc ça nous assoit dans ce discours. Ça nous permet aussi d'avoir un rayonnement au-delà, j'espère, de la France et de nous aider dans le développement dans notre région stratégique qui est la région européenne, enfin Europe centrale, on va dire. Ouais, alors c'est ce que dit Julie Huguet de la mission French Tech, que c'est aussi, voilà, ça montre les ambitions à l'international de nos entreprises françaises. Alors vous l'avez dit, c'est vrai que dans cette sélection, dans cette promotion French Tech 2030, qui est la deuxième promotion, il y a une grosse dizaine de startups qui viennent de la cybersécurité, qui travaillent dans ce secteur. C'est le deuxième secteur le plus représenté après l'intelligence artificielle, bien évidemment. Mais quand même, c'est intéressant. Mikim, vous voulez réagir là-dessus? Alors, je trouve que ce qui est intéressant, mon sentiment, c'est qu'on est passé de la Startup Nation vraiment à la Deep Tech Nation Hmm. et qu'on rentre dans un côté beaucoup plus industriel, on rentre dans du long terme. La startup avait ce côté bouillonnant, l'effervescence, la notion bourse, et là on rentre dans quelque chose de plus structurant, de plus fort, avec un axe souveraineté qui est très 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 fort aussi. J'ai une seule question, c'est l'internationalisation, c'est-à-dire le financement qu'on possède en Europe et en France sera-t-il suffisant pour aider ces entreprises à aller à l'international? Oui, parce que derrière cet accompagnement, Grégoire vous peut-être répondre. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut aujourd'hui pour accompagner votre démarche à l'international? Alors, on n'a pas de difficulté pour lever des fonds et trouver des partenaires financiers. Il y a ce qu'il faut en Europe, il y a ce qu'il faut dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou sur d'autres plaques continentales. L'essentiel, c'est de trouver ce qu'on veut faire. Nous, on veut plateformaliser, on veut avoir des entreprises qui atteignent des tailles critiques. Donc ça passe par un chemin que nous, on est en train de concrétiser, c'est-à-dire la rentabilité d'une société pour pouvoir accéder à plus de capitaux et pouvoir faire de la consolidation.
Il y a des embryons de choses qu'on a commencé à faire avec la participation à l'European Defense Platform avec Sequoia.io, qui est un de nos partenaires qui était déjà dans la promotion France 2030 l'année dernière. On a un partenariat stratégique avec Icarus, qui est une société autrichienne qu'on a annoncée en 2024. C'est avec ce genre d'initiative qu'on va pouvoir mêler les excellences technologiques et surtout pouvoir étendre le marché accessible et donc croître rapidement, avoir une taille critique pour être face à nos concurrents qui sont principalement des concurrents américains avec déjà une empreinte sur le marché qui est importante. La taille critique donc ne passe pas uniquement par la levée de fonds ou par la croissance externe. On vous dit c'est aussi jouer des synergies, des partenariats. Vous êtes d'accord avec ça, Joël Toledano? On peut créer des champions comme ça? Je pense et j'espère que oui, mais juste pour revenir quand même à la question que vous avez posée à Vicky, moi j'ai une grande satisfaction et un regret quand même sur ces résultats. La grande satisfaction, c'est qu'il se trouve quand même que la première le grand incubateur français en matière de deep tech, c'est une toute petite structure qui s'appelle Agoranov. Et parmi les 80, il y en a 19 qui ont été incubés chez Agoranov, qui est une structure publique extrêmement dynamique. Et je trouve ça absolument formidable. Je connais bien le directeur général, qui est un collègue à l'université, mais franchement, je pense que ce succès d'Agoranov est à noter. Premier point, là où je suis moins... C'est pas satisfaite, parce que c'est formidable d'avoir 80 boîtes du numérique qui sont comme ça mises en avant, mais je pense que quand on parle de souveraineté, il y a d'autres questions de souveraineté, et le fait d'avoir fait que du numérique, si vous prenez le domaine de la santé et les sujets de bioproduction sur lesquels notre dépendance est presque encore plus importante que dans le numérique, si vous prenez... et toute une série d'autres sujets, donc très bien, deep tech, mais il n'y a pas que la deep tech numérique, et donc j'aimerais bien qu'aussi qu'on puisse... trouver des futurs champions dans d'autres deep tech. C'est intéressant parce que moi déjà je me disais bon c'est pas mal parce qu'en fait il y a une sorte d'aveu sur la Startup Nation par le passé un peu comme vous l'avez dit Mickey, hein, parce que on entend voilà le claim vraiment de cette promotion, ce sont des startups qui développent des solutions concrètes pour l'intérêt général. Donc ça voulait dire que peut-être la French Tech d'avant, elle n'avait pas vraiment beaucoup de sens et qu'aujourd'hui on essaye de donner corps à quelque chose, à se poser des questions sur à quoi sert le numérique et son impact. Donc ça c'est une bonne chose. Est-ce que vous vous sentez aussi, Grégoire Germain, investi d'une mission au-delà juste de créer un champion dans la cyber, mais une mission sur, oui, travailler sur la sécurité, la défense peut-être au sens plus large que la cybersécurité pour l'Europe? Oui, écoutez, nous, on est au cœur de ce qu'on appelle l'espace des workstations, c'est-à-dire là où on accède à tout le système nerveux des entreprises. Donc, on est un logiciel assez intrusif, on va dire. Et aujourd'hui, je reprends, c'est amusant parce qu'hier, une étude Gartner disait qu'en 2030, à peu près 75% des entreprises en dehors des États-Unis auront une stratégie souveraine. Donc ça veut bien dire qu'il y a une profondeur de marché, nous on veut y répondre. On a une mission effectivement de répondre à l'industrie dont les missions sont critiques. On parle des OIV, tout ce qui est mission critical, mais ça touche l'aéronautique, les télécoms. Il y a un fort besoin et ça va même irriguer toute la supply chain, donc c'est tout notre tissu industriel. C'est extrêmement important et la cybersécurité c'est un des piliers comme la data et comme l'intelligence artificielle bien sûr. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est absolument vital de garder la main, de garder de la R&D en Europe. On ne dit pas qu'il faut absolument tout avoir en Europe, mais il y a quand même des sujets extrêmement critiques. On en fait partie. Et donc, notre mission, c'est d'essayer de préserver cette autonomie stratégique à l'échelle européenne. Grégoire, vous êtes un ancien officier de marine, 20 ans passés au sein du ministère français des Armées. Vous connaissez avec Henri Lagrin? On a même travaillé ensemble. Je me disais aussi. Alors donc vous êtes très content pour Grégoire, pour l'intégration dans ce programme French Tech 2030, j'imagine. Mais qu'est-ce que vous en attendez? Parce qu'on parle d'apporter aussi une approche européenne de la cybersécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, plusieurs choses. Cette nouvelle promotion de la French Tech, nous, ça nous satisfait tout particulièrement parce qu'on est passé d'une French Tech qui était effectivement, comme vous le disiez, plutôt marketplace, plutôt SaaS grand public, à une marketplace qui est
à une promotion French Tech qui apporte vraiment des solutions qui répondent, alors, pour le coup, directement aux préoccupations des adhérents du CIREF, et notamment, on l'a vu dans la cybersécurité, il y a effectivement, et je voulais le signaler parce que ça me fait plaisir de le dire, parce que c'est Grégoire qui a fondé cette entreprise, Arfang Lab, mais il y en a d'autres aussi qui sont tout à fait essentiels, comme par exemple Memority sur l'IAM, ou Another Way, justement. L'IAM, la gestion des accès. vous Oui, voulez la dire. gestion des accès de l'identité, voilà, pardon. Ou Another Way, qui est une société qui travaille sur les risques liés à l'ingénierie sociale dans les entreprises. Et les derniers événements très importants en matière de cybersécurité qui ont eu lieu ces derniers mois, notamment autour des environnements applicatifs de Salesforce, sont justement au départ des attaques qui ont démarré avec de l'ingénierie sociale. C'est pour ça que ce sont des sujets tout à fait essentiels. Et nous, on se satisfait vraiment de voir cette promotion qui répond, alors pour le coup directement, Très à IA, très cyber. très IA, très cyber, très cloud aussi. Il y a des solutions pour le cloud, mais le cloud très professionnel. Il y a des solutions notamment... Et puis alors après, il y a des solutions qui sont des solutions de moyen long terme sur le spatial ou sur le quantique, sur notamment... tout ce qui est crypto post-quantique, qui est un sujet essentiel auquel il va falloir que tout le monde s'attaque. Est-ce que le grand absent n'est pas la RSE? Pas grand-chose sur l'écologie, pas grand-chose sur la diversité. Oui, c'est ce que disait Joël Toledano. C'est vrai qu'on n'est pas... Il y a que On est vraiment sur le numérique. 100% numérique. Mais parce que peut-être qu'on avait un petit peu trop délaissé la vraie question de la technologie dans les promotions, enfin en tout cas dans ce que portait la French Tech avant. Mais la bioproduction, c'est aussi de la Je ne technologie. dis pas le contraire. Alors- C'est pas le, c'est vraiment, mais Ouais, je ouais. pense que ça a été un choix. Clara Chapaz avait revendiqué ce choix, donc il y a eu un choix politique. Je pense que maintenant il faut des choix politiques aussi sur les suivants. Prochaine promotion. Et nous, on en a un gros regret quand même dans cette promotion. Ah. C'est l'absence, en fait, de solutions, notamment basées sur de l'intelligence artificielle, qui vont pouvoir, demain, disrupter les très grandes plateformes CRM, ERP, gestion des ressources humaines et ainsi de suite, où, pour le coup, nous pensons qu'avec des outils agentiques d'intelligence artificielle, on sera en mesure de créer des solutions beaucoup plus performantes, beaucoup plus agiles, et qui serviront les intérêts des entreprises européennes. Et nous avons tout le savoir-faire en Europe pour créer ces champions de demain. Bah, c'est bien de le dire. Grégoire Germain, peut-être un mot pour nous qualifier aujourd'hui ce que vous pensez du soutien public et industriel de toutes ces techs françaises. Il vous semble qu'on avance, ça progresse? Oui, alors vous savez, le soutien, il vient pas tout seul. Il faut d'abord être performant, avoir une vraie vision et être capable de la décliner. Nous, c'est ce qu'on fait depuis 8 ans. Il se trouve que l'environnement géopolitique et tout ça nous porte et que notre voix aujourd'hui, elle est vraiment mieux entendue et c'est encore souligné par ce label. Mais Arfang Lab n'a pas attendu les années pour tout de suite se positionner avec une vraie solution performante, c'est-à-dire au niveau Oui. des plus grands en Oui, termes mais de solutions. ça, Et j'en doute ça nous pas, a mais ce que je permis veux dire, c'est effectivement d'avoir un très bon... on entend beaucoup de discours d'intention, voilà, de changement, de stratégie, de politique, mais très concrètement, est-ce que vous avez vu les choses évoluer? Je parle en termes de carnet de commandes, par exemple. Bah, nous, on est particulièrement bien lotis puisqu'on a fait nos preuves et on a pu effectivement avoir accès à des marchés publics, de couvrir beaucoup d'entités publiques, que ce soit les hôpitaux d'ailleurs. On avait fait un énorme effort pour le Covid, donc aujourd'hui on a la grande majorité des hôpitaux français, beaucoup de grandes villes, de grandes métropoles, Bon, bah, c'est bien. énormément de ministères. Donc, je pense qu'on a fait nos preuves et on l'a fait en compétition. On a on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est fait dans le secteur public et le reste Ouais. étant fait à l'international et dans l'industrie en France. Les grandes multinationales, on a 15% du CAC 40. Donc, écoutez, je sais pas. Comme je sais dit pas s'il Joël, faut- même pas besoin du label et du programme French Tech 2030 en fait pour vous. Mais bon, non, mais C'est on pas plaisante. vrai. C'est On pas vrai. plaisante, on plaisante. Merci beaucoup Grégoire Germain. Juste un petit carton rouge ou carton vert pour la politique d'investissement, le virage qui est pris là par le gouvernement français en matière de tech.
On est tous très sympas aujourd'hui. Ok, merci Grégoire Germain, CEO d'Arfang Lab, je le rappelle, et donc dans cette promotion French Tech 2030. On enchaîne avec notre autre sujet, on va parler du Digital Omnibus Package. Alors, donc loi de simplification, si je devais résumer, une loi de simplification au niveau européen avec tout un nouvel arsenal de mesures. Alors, comment on peut simplifier avec des nouvelles mesures? Bon, question. Mais en tout cas, ce serait l'objectif. Est-ce qu'on a trop empilé les textes en matière de numérique ces derniers temps? C'est vrai que j'ai du mal à en faire une liste Oui. exhaustive. Oui, Oui, Joël. Hein. oui. Enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des textes qui tous avaient des super objectifs Ouais. et on avait un texte qui répondait aux problèmes posés. Le problème, c'est que juxtaposer tous les textes, vous avez, alors là où ça a été le plus fameux et où il y a une équipe en charge à la commission juste pour débunker le truc, c'est le DSA. Ouais. Et Digital le Services DSA, Act, ouais. vous prenez et c'est... vous avez des mots qui sont employés dans d'autres textes, qui ne veulent pas dire la même chose, qui n'ont pas les mêmes règles de traitement, etc. Donc très vous prenez- compliqué à appliquer finalement. Pour les entreprises, c'est quand même très compliqué, et en particulier celles qui ne sont pas très grosses et qui n'ont pas les moyens C'est ça. de se payer. Finalement, les big tech, c'est elles qui savent le mieux traiter nos textes parce que, effectivement, ils ont les moyens de faire ça. Ouais. Et si vous voyez la donnée, c'est fabuleux. Avoir autant de textes pour des marchés qui n'existent Le pas. Data Act, Le DG. Data Gov Act. Et, Data Governance plus- Act. et c'est des marchés IA qui existent quasiment pas. Donc DMA. évidemment que c'est pas simplifié en réalité. Ce qu'il faudrait. Je veux pas me prononcer du tout sur ce texte dont tout le monde parle, mais qui n'existe qui pas n'est pas encore. encore finalisé. Ouais, ouais. Mais par contre, le fait de se dire, il faut coordonner tout ça et faire en sorte que les obligations soient pas forcément les mêmes selon les types d'entreprises, c'est une évidence. Malheureusement, si vous prenez déjà ce texte-là, effectivement, la question du DSA va être traitée à part. Donc, on y est. Je suis pas sûr qu'on y soit encore, et avec, comme le disait le rapport Draghi, 270 régulateurs en Europe pour traiter tout ça. Donc, qu'il faille faire, au fond, une Moi, je réorganisation trouve de ça dingue l'ensemble. qu'on attende en fait d'avoir voté des textes, de les avoir écrits, d'avoir rajouté toutes ces couches pour se dire alors finalement comment on va faire pour que tout ça, ça s'emboîte bien quoi. C'est absolument C'est dingue. fou. Oui, oui, mais ça c'est un... Pardon, je laisse Non, mais parler, oui, mais non, mais- c'est un des gros problèmes. Mais d'un autre côté, juste pour mettre un peu la pierre de l'autre côté, en tant qu'ancienne régulatrice, on sait bien que le premier texte, c'est pas le bon. Tout le sujet, c'est à quelle vitesse on le change et on le fait évoluer, et comment on fait en sorte, et là, ils auraient peut-être pu faire mieux de ce côté-là, pour que la régulation, elle soit pas prise par tellement d'acteurs que c'est très compliqué pour même changer. Et que même, on l'a dit souvent sur ce plateau, hein, dans Smart Tech, ça freine l'écosystème européen aussi, tout Ah bah, cet bien sûr. empilage de régulation, Mais de les entreprises, réglementation. l'économie européenne directement qui est concernée. Nous, on le constate aujourd'hui. Sur certains textes, en Europe, une grande entreprise européenne, elle est obligée, pour le même incident, par exemple, de faire 10, 15, 20 déclarations différentes. Vous voyez, et elle se retrouve, et de le faire au titre d'un texte, puis au titre, et au titre d'un autre, et au titre d'un autre, suivant des procédures différentes. C'est un empilement Et une perte de temps, de d'argent. processus, de régulation et ainsi de suite, qui devient cauchemardesque. Et donc, il y a effectivement cette tension aujourd'hui sur ce paquet omnibus entre ceux qui disent que l'on va déréguler et ceux qui disent que l'on va simplifier. Je crois que si on le prend et si c'est effectivement le pari de la simplification qui est effectivement abordé, eh bien là, il y a plein de choses à faire, ne serait-ce que de rendre effectif dans le cadre de la régulation ce qu'on appelle le Digital Single Market, le marché unique européen du numérique. Et là, c'est d'abord par la régulation que ça doit se faire. Alors, il y a quand même... Même si je suis d'accord, ça va être compliqué, mais c'est ce que l'on demande en tout Il y a cas. quand même un risque Ouais, d'avoir vos textes. une première victime, c'est le RGPD, le Oui. règlement sur la protection des données personnelles, parce que c'est celui qu'on a le plus envie de remettre au goût du jour, parce que c'est peut-être le plus ancien qui est appliqué, mais c'est aussi le texte finalement dont on est peut-être le plus content. Et là, il s'agit, en tout cas, on se pose la question d'assouplir les règles sur le consentement des internautes sur Internet. C'est vrai que tous ces bannières de cookies, aujourd'hui, on a l'impression que ça
plus tellement de sens. Mikim, quel est votre point de vue là-dessus? Parce que vous êtes une experte de la question des cookies, des consentements. Est-ce que ça va être une bonne nouvelle, selon vous, cet omnibus, pour l'écosystème publicitaire numérique, digital, et une mauvaise nouvelle pour la protection des données des utilisateurs? Alors la question de fond, la réponse est je ne sais C'est ce pas. que dit None of Your Business, Ouais. Niob, voilà, qui défend Hmm. la vie privée sur Internet. Mais la question de fond, c'est cherche-t-on une souveraineté technologique ou cherche-t-on une souveraineté citoyenne? Peut-on faire les deux? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Oula. Donc, sur la réponse à est-ce que l'écosystème de la publicité va être impacté, je pense que l'écosystème s'est adapté. Je pense que Google a renoncé à sa Privacy Sandbox, a renoncé C'est vrai. à tous ces sujets de cookies, notamment sur Chrome. Il y a un gros sujet aux États-Unis, c'est le démantèlement de Google. Ils ont gagné une première partie, ils vont peut-être perdre la deuxième, sur tout leur écosystème digital. Donc, moi, je suis une fervente partisane pour la protection des données, parce que plus on va dans un monde où l'IA avance en auto-apprenant, plus il est important que chaque citoyenne soit sensibilisé sur le fait que ces données vont partir quelque part à des fins d'usage publicitaire, non Mais est-ce qu'on a démocratique un et autres. risque d'affaiblir ce On a un RGPD risque. en... Il y Ouais. a un risque. Moi, je suis pas d'accord Pas avec d'accord. ça. Ouais. En Pourquoi tout cas, en partie. Pourquoi? Mhm. Parce que c'est pas vrai. Enfin, on s'est trouvé dans une situation où, d'une certaine façon, on a consacré le RGPD comme si c'était quelque chose qui ne posait pas un certain nombre de questions, y compris en termes de données personnelles. Ouais. On a eu, il n'y a pas très longtemps, un remarquable rapport qui a montré que traiter le problème des données personnelles sans s'occuper des sujets de concurrence, Mhm. ça conduisait à des mauvaises décisions. Je vous rappelle qu'au début, on a failli, heureusement, après mais la CNIL a commencé par se dire, après tout, si Apple devenait le protecteur des données personnelles, why not? Ils vont faire ça avec beaucoup on de a pouvoir. vu des boîtes Et françaises, on a en vu- tout cas, dire le RGPD m'a tué. Et c'est effectivement le cas. Ce qui s'est passé, Mais ça a c'est quand même très... créé des règles de Si protection. vous voulez, quand vous protégez tellement un monopoleur, vous faites en sorte, c'est ce qui s'est passé, que vous stabilisez sa position par rapport à d'autres acteurs qui pourraient utiliser moins de données pour faire la même chose, etc. Et il se trouve qu'il n'y a pas que la protection des personnels dans les droits fondamentaux. Moi, je suis un peu ahuri qu'on continue à considérer que la vie des enfants est moins importante que la protection des données personnelles, puisque il a fallu attendre je ne sais combien de temps pour qu'on finisse par trouver comment on peut concilier le RGPD avec la protection des enfants. Donc, si vous voulez, il y a un vrai sujet. Évidemment, quand on va aux États-Unis, on ne peut être que ravi d'avoir nos données personnelles protégées. Mais on a atteint un tel niveau de sophistication du côté des données personnelles sans avoir le même sur les autres objectifs et sans qu'on puisse balancer en fonction des situations. Et on a la preuve que dans certains cas, on tue les données personnelles parce qu'on n'a pas pris en considération d'autres éléments, que ça mérite d'être mis. Mais je ne sais pas quelles vont être les modifications proposées. Alors, c'est parce que ce texte final, c'est pour la fin de Il n'y a pas l'année. que le RGPD et heureusement dans le paquet omnibus. Non, mais je dis que c'est peut-être une des premières victimes parce que c'est la plus ancienne qu'on a pour vue, la compétitivité de l'économie. Pour la compétitivité de l'économie, c'est pas forcément le plus important. Ouais. Le plus important, c'est la mise en cohérence, notamment de tout ce qui est régulation de la sécurité numérique, notamment avec le Cyber Resilience Act. Vous voulez dire comment Cyber Resilience Act. Alors, le Cyber Resilience Act, la directive NIS 2, le Data Act, l'AI Act. Il y a DORA, il y en a tellement. Je ne sais pas si vous avez vu l'architecture de gouvernance de l'AI Act qui est sortie en France, mais c'est un pur cauchemar quand les entreprises ont vu ça, elles se sont dit, mais
Mais c'est un truc de fou. Ouais. Un truc de fou. Il n'y a pas un seul régulateur en France qui, d'une manière ou d'une autre, finalement, on ne lui a pas donné un petit bout. Et alors, on retrouve l'ARCEP, la CNIL, la DGCCRF, l'ARCOM, l'ANSSI et certains que je ne connaissais même pas. Donc, vous voyez... Il n'y a pas l'ENISIA aussi, le Centre sur la sécurité. Enfin bon. Voilà. Non, je parle juste pour la France. Ouais, et ça, si vous multipliez ça par 27 pour des entreprises qui opèrent sur plusieurs pays européens, c'est un pur cauchemar. Et on retrouve ça sur tous les textes. Et donc là, maintenant, on dit, ça suffit, on simplifie, on unifie les régulations, les règles de régulation, les processus de régulation, et on simplifie la vie des entreprises. Mais peut-être qu'on peut accepter de faire quelque chose avec une double vitesse, c'est-à-dire simplifier. Oui, bon, la simplification, tout le monde est d'accord, mais sur la partie dérégulation, Oui. peut-être qu'on peut faire quelque chose à double vitesse, c'est-à-dire ça dépend pour qui. Est-ce qu'on peut pas travailler à favoriser, à se préoccuper justement de la question de la concurrence, de l'économie au sein de l'Union européenne et de... Oui, c'est possible. Mais vous savez, quand on emploie le mot dérégulation, c'est pour dire que c'est pas bien. Eh oui. Donc on est dans une bataille de mots, là. Bon, on peut donner un carton quoi alors sur le Digital Omnibus? On lui donne sa chance ou pas? J'en sais rien. Pour l'instant, on ne il sait pas ce qu'il y a existe pas. dedans. Alors, Il mais existe pas. On donnera Ouais, notre verdict ouais. donc en décembre sur le texte. Ok, ça marche. le 19 novembre. 19 novembre, on aura un premier texte. Il est publié normalement le 19 Super. novembre. Le lendemain. Vous voulez revenir plus tôt comme ça? Le hein, lendemain, non, mais le lendemain du sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique, et c'est l'un des items qui va être traité au cours de ce sommet, c'est celui un de la truc aussi simplification énorme, de la de toute régulation. façon, on n'a pas fini d'en entendre parler parce qu'après, il y a tout le parcours législatif. hein. Je voulais qu'on dise un mot, mais il nous reste 1 minute sur le départ de Yann Lequin et qu'est-ce que ça veut dire, ce départ du directeur du laboratoire FAIR, donc le Facebook AI Research, qui a fait émerger le sujet d'intelligence artificielle chez Facebook. Il en était le directeur depuis 2013. Son départ, ça signe quelque chose de la stratégie IA des GAFAM, hein, puisqu'il allait se retrouver là sous, sous le chapeau des Super Intelligence Labs, dirigés par Alexander Wang. Juste, voilà, très rapidement, je vais vous demander très rapidement votre regard sur cette stratégie IA. En un mot, c'est l'IA qui a des gagné GAFAM. et l'humain qui a perdu pour moi. Ok, donc carton rouge pour Mikim. Carton rouge. Non, Sa c'est stratégie. juste Zuckerberg qui a considéré qu'il fallait faire autre chose que ce qu'il faisait et qui a cassé le précédent joujou et veut s'en construire un autre. Mais on est dans une guerre où ils considèrent tous que c'est leur survie, donc ils mettent toutes leurs forces pour essayer de tuer les autres. Mais Yann LeCun, c'était quand même l'IA au service de l'humain et pas Oui. l'inverse. Alors, surtout, Moi, il y a quand même je mets un carton rouge parce que moi, je suis dans le camp de Yann Lequin et Moi je aussi. trouve que cette Moi aussi. accélération Moi aussi. Mais je sur crois la que c'est super peut-être pour le bon, intelligence- pour le meilleur, parce que Yann Lequin, lui, ne valide pas la stratégie actuelle de Meta, Oui. qui est du time to market, et Oui. donc plutôt du produit, et il ne valide pas surtout l'architecture des LLM actuelles, les Absolument. transformers, et lui a une autre vision, et il va pouvoir aller développer cette vision ailleurs, et nous lui souhaitons le meilleur. ou se faire récupérer par une autre boîte, qui sait? Créer la sienne, c'est ce que l'on dit. C'est ce qu'on dit souvent. Merci beaucoup, Joël Toledano, professeur des universités à l'Université Paris-Dauphine, d'avoir été avec nous. Mikim Chikli, conseillère de dirigeant, et Henri Lagrin du SIGREF. C'était le grand débrief de Smart Tech. On était en direct sur la chaîne Bismart. À la semaine prochaine pour un nouveau direct, bien sûr.